Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal, Kigali a réagi suite aux propos de Kinshasa accusant le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle du M23, dénonçant des accusations sans fondement. Washington envisage de libérer environ 1 million de barils de pétrole par jour de ses réserves stratégiques pendant plusieurs mois jusqu'à atteindre environ 180 millions d'unités pour faire face à l'inflation, faute d'avoir convaincu les pays du Golfe d'augmenter leur production. En Israël, face à la vague d'attentats à laquelle est confronté le pays, le gouvernement annonce une série de nouvelles mesures destinées à renforcer la sécurité en Israël et en Cisjordanie. Ces mesures font suite à une série d'attentats qui ont fait des morts et des blessés dans le pays. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information. Comme annoncé dans les titres de votre journal, Kigali a réagi suite aux propos de Kinshasa accusant le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle du M23, dénonçant des accusations sans fondement. Les 2 soldats présentés à la presse ne sont pas, selon le Rwanda, de son effectif militaire, une situation qui vient entacher les relations entre les 2 pays, relations qui avaient reprise depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles congolais du M23 qui ont repris les armes dans l'est de la RDC, Kigali est sorti de son silence mardi. Pour le Rwanda, les 2 soldats présentés à la presse par les autorités congolaises ne font pas partie de ses effectifs militaires. On a vérifié chez nous, ces gens n'appartiennent pas à l'armée. Bon, si les autres continuent à insister ou aller dans cette voie-là, ils peuvent saisir le mécanisme parce que les mécanismes sont là pour ça et attendre les résultats des investigations de ce mécanisme. Le mouvement du 23 mars est né il y a des années d'un groupe armé soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Mais ça, c'est du passé pour Kigali qui met en avant la nécessité d'assainir les relations avec la République démocratique du Congo. Ce qui préoccupe le gouvernement rwandais, c'est de continuer à avoir de bonnes relations avec nos voisins, spécialement avec la RDC, qui vient de devenir membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. On ne dit pas qu'il peut ne pas y avoir un problème, mais c'est un problème. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour les résoudre. Mais pour le moment, je pense qu'il faut se focaliser sur la continuité, le renforcement des bonnes relations. Défait en 2013, le M23 a déterré la hache de guerre depuis novembre afin de protester contre le non-respect supposé par Kinshasa des engagements pris pour faciliter la démobilisation et l'intégration de ses combattants. Toujours en République démocratique du Congo, des milliers de Congolais fuyant les combats entre l'armée et les rebelles du M23 ont été accueillis mardi dans des camps de réfugiés en Ouganda, indique la Croix-Rouge, qui précise que le nombre de personnes entrées dans le pays depuis le lundi a dépassé les 10 000, alors que d'autres pourront, toujours selon la Croix-Rouge, arriver si les affrontements continuent. L'armée ougandaise a renforcé la sécurité à Kisoro, localité du sud ouest de l'Ouganda, frontière à la République démocratique du Congo. Cela fait quelques semaines que l'armée congolaise affronte les hommes armés du M23, forçant la population de Rutshuru au nord Kivu à trouver refuge en Ouganda. Depuis lundi, c'est un afflux de réfugiés qui déferlent dans ces camps de fortune ouverts par la Croix-Rouge dans le district de Kisoro. Je pars en Ouganda pour échapper aux tirs. Beaucoup de gens ont déjà fui. Je suis en Ouganda et je viens d'accoucher. J'ai eu un petit garçon. Afin de renforcer la sécurité dans ce district frontalier avec la cité congolaise de Bunagana, l'armée ougandaise a installé un barrage routier pour filtrer les réfugiés congolais qui entrent dans son pays. Les hostilités ont repris depuis février entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. En RCA, en République centrafricaine, la célébration du premier anniversaire du 2e mandat du président Faustin-Ange Touadéra a été marquée par un discours au cours duquel le chef d'État a dit sa satisfaction de l'amélioration des conditions sécuritaires dans son pays. Touadéra a salué la reprise économique et la montée en force de son armée grâce à l'appui de ses alliés russes et rwandais.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est félicité mercredi de l'amélioration de la situation sécuritaire de son pays. Devant l'Assemblée nationale, il a prononcé un discours à l'occasion d'une cérémonie célébrant le premier anniversaire de son deuxième mandat. De ce contexte difficile, nous sommes satisfaits de l'amélioration de la situation sécuritaire nationale et la reprise des activités économiques grâce à la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et à l'appui efficace des alliés russes et rwandais. Le président Touadéra avait prêté serment fin mars 2021, 3 mois après une réélection dans un pays occupé alors aux 2/3 par de nombreux groupes armés. Première année là, c'est bon. Deuxième aussi, c'est bon. Parce que je me sens bien. La sécurité, c'est bon. Du bilan du président de la République, d'emblée, je dirais que c'est positif. Positif d'abord pour le plan sécuritaire. Aujourd'hui, vous avez vu qu'à l'époque, personne ne peut faire aller dans les provinces. Aujourd'hui, vous voyez déjà même au niveau des barrières, déjà la sécurité. Le dialogue de réconciliation nationale entamé en Centrafrique a pris fin la semaine dernière et selon le président de la République, il a atteint son objectif. Le Parlement tunisien est dissous. L'annonce de la nouvelle a été faite mercredi par le président Kais Saied, 8 mois après l'avoir suspendu en juillet 2021. Un choix destiné à préserver l'État, ses institutions et par la même occasion préserver le peuple tunisien, a-t-il justifié lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. 8 mois après l'avoir suspendu, le président tunisien Kais Saied a annoncé mercredi la dissolution du Parlement, portant un coup à l'expérience démocratique en Tunisie, pourtant berceau du printemps arabe. Le chef de l'État a fait cette annonce quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle. Aujourd'hui, en ce moment historique, j'annonce la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple pour préserver l'État et ses institutions, ainsi que le peuple tunisien. À l'appel du bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, 120 députés sur un total de 117 ont participé à cette réunion en ligne, présidée par le deuxième vice-président du Parlement, Tarek Fertiti. Personne ne sait comment l'invitation a été envoyée pour que cette assemblée se réunisse, car elle a été gelée. Et cette réunion a également été diffusée sur une chaîne étrangère. 116 députés ont voté en faveur d'un projet de loi visant à annuler les mesures exceptionnelles prises par Kais Saied. Les députés, dont des élus d'Ennahda, ont appelé à l'organisation d'élections législatives et présidentielles anticipées. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé rapatrier environ 100 000 de ses citoyens d'Arabie saoudite au cours des 7 à 11 mois à venir dans le cadre d'un accord signé récemment entre les deux pays. C'est dans ce cadre que plusieurs centaines d'Éthiopiens sont arrivés mercredi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, en provenance d'Arabie saoudite. Pour rappel, au cours des 4 années écoulées, l'Arabie saoudite a renvoyé environ 352 000 Éthiopiens chez eux. Plusieurs centaines d'Éthiopiens sont arrivés à Addis Abeba en provenance d'Arabie saoudite mercredi. Au total, environ 900 personnes, dont de nombreuses mères accompagnées d'enfants en bas âge, ont été rapatriées sur les milliers de ressortissants qui doivent rentrer au cours des prochains mois. Nous sommes arrivés en paix, mais beaucoup de nos frères souffrent encore. La souffrance dans les prisons des hommes est très grave. Nous sommes retournés dans notre pays après 6 mois de prison. Mais nos frères sont là-bas, vivant sans vêtements et portant des sacs en plastique. S'il vous plaît, que quelqu'un les aide. Nous avons pleuré tous les jours. Ils nous ont donné du pain et un pot de riz cuit pour 300 personnes. 400 personnes vivaient dans une seule pièce. Et nous ne pouvions même pas voir la lumière du soleil. S'il vous plaît, faites revenir les gens qui sont en prison. Dans le cadre d'un accord signé récemment entre l'Arabie saoudite et l'Éthiopie, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé le rapatriement d'environ 100 000 de ses citoyens.
Ce sont nos citoyens, mais ils vivent beaucoup de moments douloureux. Après que le gouvernement ait compris leur souffrance, il a entamé des discussions diplomatiques pour les ramener chez eux. Depuis des années, des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les conditions de rétention des migrants éthiopiens. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 750 000 Éthiopiens résident en Arabie Saoudite. Washington envisage de libérer environ 1 million de barils de pétrole par jour de ses réserves stratégiques pendant plusieurs mois jusqu'à atteindre environ 180 millions d'unités pour faire face à l'inflation faute d'avoir convaincu les pays du Golfe d'augmenter leur production. Les images. Les États-Unis entament leurs réserves stratégiques de pétrole. Ils s'apprêtent à fournir chaque jour 1 million de barils pendant les 6 prochains mois. La réserve américaine en compte environ 570 millions. Washington espère ainsi contenir l'augmentation du prix de l'essence, la guerre en Ukraine, mais aussi la reprise économique après le ralentissement lié à la pandémie ont fait flamber les prix. L'inflation a atteint un record en février. Elle n'avait jamais été aussi élevée en 40 ans. Cela se ressent sur la cote de popularité de Joe Biden. Le président américain devrait annoncer le recours aux réserves de pétrole dans la journée. Dans l'attente de cette annonce du gouvernement américain, il y a déjà quelques effets. Moins 5% pour acheter un baril ces dernières heures. Il s'échange à environ $100 aujourd'hui. C'était 125 il y a 3 semaines. Washington n'est pas parvenu à convaincre les pays du Golfe d'augmenter leur production. La Chine, autre gros consommateur mondial, s'engage à racheter le pétrole russe délaissé par les Américains et à augmenter sa production uniquement pour son marché national. Plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Pologne depuis le début de la guerre en Ukraine, un nombre bien au-delà des réfugiés ukrainiens accueillis dans les autres pays de l'Union européenne. Fort de cette situation, le gouvernement polonais demande de l'aide aux autres pays membres de l'Union européenne afin de faire face à la prise en charge de ces populations. Plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Pologne en un mois de conflit, bien plus que dans les autres pays de l'Union européenne. Le gouvernement polonais demande une réaction des autres pays membres pour l'aider à faire face. Les soins de santé mensuels pour les réfugiés atteignent des centaines de millions de zlotys. La solidarité européenne ne peut pas se limiter à des déclarations. Elle doit se concrétiser en un soutien financier réel, car la Pologne supporte les coûts les plus élevés, le poids le plus lourd. Les Ukrainiens continuent d'arriver dans le pays malgré les dangers qu'ils doivent affronter. Mon père a eu 3 attaques. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Bien sûr, le voyage a été difficile, mais des gens nous ont aidés durant le trajet. Ils nous ont aidés avec nos bagages et ont rendu les choses plus faciles. Quand les forces d'occupation russes se sont rapprochées puis ont occupé notre ville, nous avons décidé de fuir car les enfants ne pouvaient plus aller à l'école ou à la crèche. Et je ne pouvais plus travailler car mon entreprise était occupée, elle aussi. Certains réfugiés sont seulement en transit et rejoignent d'autres pays, mais beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'attendre. En Israël, face à la vague d'attentats à laquelle est confronté le pays, le gouvernement annonce une reprise de nouvelles mesures destinées à renforcer la sécurité en Israël et en Cisjordanie. Ces mesures font suite à une série d'attentats qui ont fait des morts et des blessés dans le pays. Renforcement des forces de sécurité sur le terrain, mais pas de blocus des territoires palestiniens. C'est la ligne choisie par le gouvernement suite à la vague d'attentats subis par Israël au cours de la semaine passée. Le cabinet de sécurité réuni mercredi soir a décidé de ne pas annuler pour le moment les allègements prévus en vue des célébrations du mois sacré du Ramadan pour les musulmans. En ce qui concerne les autorisations de permis des Palestiniens pour prier sur le mont du Temple, la question sera soumise à décision vendredi prochain.
Mais selon les responsables de la défense, aucune preuve n'atteste d'un lien entre les 3 derniers attentats. Ils ont par ailleurs clairement indiqué que la majorité du public palestinien n'est pas impliquée dans les attaques et donc de telles mesures punitives auraient l'effet inverse et pourraient conduire à une escalade. Le cabinet a toutefois décidé de révoquer les permis de travail des proches des terroristes et de promouvoir un plan de reconstruction de la barrière de sécurité. Un renforcement des déploiements sécuritaires sur le terrain a également été annoncé, notamment dans les zones de friction, celles où il existe une menace de violence. Le gouvernement a annoncé l'ajout de nombreux postes dans la police ainsi qu'un allègement des démarches pour les jeunes qui sortent de leur service militaire qui souhaitent intégrer les forces de police. Autre mesure, un renforcement des opérations visant les partisans de Daesh, ainsi qu'une intensification des recherches sur la toile afin de débusquer tout responsable d'appel à la haine ou au terrorisme. La promotion rapide de la démolition des maisons des terroristes a aussi été décidée. Le cabinet de sécurité a par ailleurs affirmé que les autorités intensifieront leurs actions pour régler le problème du trafic d'armes illégal dans la société arabe, trafic qui a permis aux terroristes de se procurer des armes de guerre. Au-delà de faire face aux défis de sécurité interne, les forces de défense continueront à se préparer à différents scénarios d'escalade dans les différentes arènes et adapteront les plans établis en fonction de l'évolution de la situation. Religion à présent, la traduction de la Bible dans le monde progresse. Après 50 ans, le travail linguistique, l'Américain Rogers Morlang, d'origine professeur de théologie, et le Nigérien Mark Zira, coordinateur du projet, sont parvenus à traduire plus de 30 000 exemplaires de la Bible imprimés en langue kamoé, langue maternelle d'1 million d'Africains. Cette population habite des régions telles que le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Selon l'Alliance biblique universelle, la Bible intégrale existait en 704 traductions différentes en 2020 et le Nouveau Testament en plus de 2200 sur 7000 langues au total à l'échelle mondiale. Ces 30 000 exemplaires de la Bible seront distribués dans les prochains mois. Et c'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris plaisir à vous le présenter comme de tradition. Merci, bonsoir et surtout que Dieu vous bénisse.